Alors, salut et bienvenue dans ce tutoriel qui porte sur la macroéconomie, plus précisément sur le modèle ISLM. Nous allons dans ce tutoriel vous présenter de fond en comble le modèle ISLM, comment est-ce qu'il se construit et comment est-ce qu'on peut utiliser le modèle ISLM dans l'analyse macroéconomique, comment est-ce que on peut mettre en place des politiques macroéconomiques en jouant sur notamment les investissements publics ou alors au niveau de la banque centrale, la monnaie ou le taux d'intérêt pour pouvoir prendre les mesures pour pouvoir conduire à l'amélioration des conditions de vie des populations, réduction du chômage et amélioration d'un certain nombre de conditions de vie. Alors, d'entrée de jeu, disons que le modèle ISLM, c'est un modèle qui cherche à établir une interaction entre le marché de la monnaie et le marché des biens et services dans un modèle le plus souvent utilisé en économie fermée. Voilà, donc ce modèle a vu le jour grâce à deux Américains, chercheurs, économistes, John Hick et Hansen, qui ont simplifié le modèle ISLM keynésien par une interprétation sous forme de graphique. Et donc, la version de base qui avait été proposée par Hick, X à l'époque, comportait trois secteurs, à la fois le secteur des biens et services, le secteur de la monnaie et enfin le secteur des titres. Le modèle ISLM se traduit notamment par l'équilibre pour le modèle IS, plus précisément la courbe IS se traduit par une relation d'équilibre sur le marché des biens et services. Et donc, par conséquent, la courbe IS représente une combinaison de niveaux de production et de taux d'intérêt qui correspond à un équilibre sur le marché des biens et services. Et pour pouvoir déterminer cet équilibre sur le marché des biens et services, il est question de déterminer, d'utiliser la relation d'offre, l'équilibre sur le marché des biens et services, notamment en égalisant l'offre et la demande, pour pouvoir établir cette relation entre le taux d'intérêt et la production. Et d'où la nécessité de regarder la demande agrégée ainsi que la production, pouvoir analyser la courbe IS, entendez par là Investment Saving. Donc, cette relation d'équilibre sur les marchés des biens et services est une relation décroissante entre la production et le taux d'intérêt sur le marché des biens. Et il faut préciser ici que la demande agrégée, c'est l'agrégation tout simplement de la consommation, des investissements privés et puis des dépenses publiques. C'est ça qui permet d'avoir cette agrégation des trois variables macroéconomiques qui sont la consommation, les investissements privés et puis les dépenses gouvernementales qui constituent la demande agrégée. Et puis la production est, est, euh, est soit consommée ou alors épargnée. Et donc, pour pouvoir déterminer la courbe IS, on établit tout simplement l'équilibre sur le marché des biens et services en égalisant la production et la demande agrégée pour avoir finalement une relation qui nous dit sur le marché des biens et services, qui nous dit finalement que l'épargne doit être égale à l'investissement privé
et la somme des investissements privés et des dépenses gouvernementales, ce qui donne cette relation décroissante que nous pouvons matérialiser sur cette figure en vert, qui donne une relation décroissante entre la production et le taux d'intérêt. Et donc, en dessous de la courbe IS, on a les combinaisons d'offres de telle sorte, des combinaisons de revenus de taux d'intérêt qui sont telles que l'offre soit inférieure à la demande. Et de l'autre côté de la courbe IS, au-dessus de la courbe IS, on a les combinaisons d'offres qui soient supérieures à la demande de marché, sur le marché des biens et services. Alors, étant donné que le modèle ISLM recherche à déterminer, comme je l'ai dit tantôt, euh, la demande et les taux d'intérêt à l'équilibre, les grandeurs doivent être nécessairement effectuées, exprimées en fonction de la production et du taux d'intérêt. Les grandeurs que sont la demande agrégée dont nous avons parlé plus haut, et puis la production des biens et services. Et donc, diverses présentations du marché, du modèle utilisent les expressions analytiques pour pouvoir déterminer les allocations de produits et de taux d'intérêt qui réalisent l'équilibre sur le marché des biens et services. Et donc, un certain nombre d'hypothèses peuvent être établies, notamment l'exogénéité des dépenses gouvernementales. Autrement dit, le gouvernement peut fixer son niveau de dépenses. Et donc, on a une relation linéaire entre la consommation et le revenu disponible. Le revenu disponible étant la différence entre le revenu et les taxes. Le revenu disponible peut être autrement défini comme étant la part du revenu qui reste après, la part de production qui reste après avoir payé les taxes. Donc, cette relation, on a une relation décroissante entre la consommation et le taux d'intérêt. On a le C0 de la relation qui établit la consommation, représente la consommation incompressible, qui en économie représente une consommation qui serait établie même si l'économie ne produit pas du tout. Et on a également le coefficient C qui n'est rien d'autre que la propension marginale à consommer qui s'interprète économiquement comme étant qui est en général inférieur à 1, qui est l'augmentation de la consommation si le revenu disponible augmente d'une unité. Voilà, ça c'est la consommation incompressible. Et puis le coefficient S qui est dans l'équation de la consommation représente ni plus ni moins que la sensibilité des consommateurs vis-à-vis du taux d'intérêt. Et on a également une relation des investissements, une relation négative entre les investissements et puis privés et puis le taux d'intérêt. I0 n'est rien d'autre que les investissements autonomes, autrement dit le niveau maximum d'investissements qui peuvent être effectués dans l'économie, même si on a un taux d'intérêt nul. Et notre question A, c'est l'élasticité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt. La sensibilité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt. Et donc, en utilisant ces deux relations, on peut établir une relation de l'offre, de la demande agrégée, qui n'est rien d'autre que l'agrégation de la consommation, des investissements privés et puis des dépenses gouvernementales. Et donc, on peut considérer la constante A0 dans notre relation linéaire comme
la somme des consommations incompressibles, des investissements autonomes et puis des dépenses gouvernementales que nous pouvons désigner comme étant la demande agrégée autonome. Et ces relations permettent d'établir une relation entre la demande agrégée, le revenu et puis le taux d'intérêt étant donné un niveau donné de taxe. Et donc, en utilisant ces différentes équations et en établissant l'équilibre sur le marché des biens et services, on obtient une relation entre le produit et le taux d'intérêt qui permet de matérialiser la courbe IS qui traduit l'équilibre sur le marché des biens et services et qui donne lieu à une relation entre la production et le taux d'intérêt. Cette relation est cette courbe en vert est appelée la courbe IS. Et on peut essayer de faire des éléments d'analyse de politique économique. On peut également analyser le déplacement de la courbe IS, par exemple en faisant varier la production. Si la production augmente, par exemple, d'un niveau à un autre, étant donné un niveau donné de taxes, on va, autrement dit, plutôt si les dépenses gouvernementales augmentent d'un niveau à un autre, il va s'en suivre une augmentation également du niveau de production et le multiplicateur qui est le coefficient 1 sur 1 moins C qui est supérieur à 1, ce qui signifie, puisque étant donné que notre C, comme je vous l'ai dit plus haut, représente la proportion marginale à consommer qui est inférieure à 1, cela signifie que le coefficient 1 sur 1 moins C est supérieur à 1, signifiant que lorsque les dépenses gouvernementales augmentent d'une unité, le produit augmente de plus d'une unité. Donc, la politique budgétaire peut être un levier important pour pouvoir faire croître le produit, la production au niveau d'un pays. On peut également, étant donné un niveau donné de dépenses gouvernementales, augmenter par exemple le niveau de taxes, ce qui va conduire cette fois-ci plutôt à une diminution de, du produit si on augmente les taxes, déplaçant de ce fait la courbe IS vers la gauche. Et voilà, donc une augmentation du niveau de taxes conduira à une diminution de la production, toutes choses égales par ailleurs. Et on peut également, après avoir défini la relation, la courbe IS, définir la relation LM sur le marché de la monnaie. Et une petite précision à faire avant d'entrer de fond en comble dans la relation LM, c'est que une hausse de la production et donc du revenu pousse les acteurs à vouloir conserver dans leur portefeuille plus de monnaie parce qu'ils prévoient de faire des achats. Étant entendu, euh, ils vont vendre des obligations ou des créances d'une manière générale, ce qui entraîne une hausse du taux d'intérêt si, si le produit final augmente. Cela va se traduire par une augmentation du taux d'intérêt. Et donc, on peut avoir cette relation entre le taux d'intérêt et la demande de monnaie. Donc, si il y a une relation qui est telle que lorsque la demande de monnaie augmente, le taux d'intérêt diminue.
Lorsque le taux d'intérêt augmente, lorsque la demande de monnaie augmente, la demande de monnaie augmente. Et donc, on peut avoir une relation croissante entre le taux d'intérêt et la production sur le marché de la monnaie. Il va donc découler de cette relation de croissance que plus le taux d'intérêt est élevé et plus les investisseurs vont s'attendre à ce qu'il diminue et plus la demande de monnaie à des fins de spéculation sera faible puisque étant donné que les opérateurs économiques espèrent une diminution du taux d'intérêt, ils n'auront pas tendance à demander cette monnaie-là au risque de voir cette monnaie-là perdre de la valeur. Et donc, à l'inverse, il va donc exister un taux d'intérêt minimal pour lequel tous les investisseurs doivent s'attendre à ce qu'il y ait hausse et où la demande de monnaie est alors infiniment élastique. Et cette situation est connue en économie sous le nom de trappe à liquidité. Toujours par rapport à la demande au marché de la monnaie, on peut considérer que ici, la demande de monnaie est fonction du prix et de la fonction de liquidité. Et donc, l'équilibre sur le marché de la monnaie se traduit par l'égalité entre l'offre et la demande de monnaie. Et si on se fait l'hypothèse supplémentaire que la, le niveau de demande de monnaie la fonction de liquidité est proportionnelle à la demande, on va avoir donc à l'équilibre une relation euh, demande monétaire qui sera une relation qui va s'écrire sous la forme que vous pouvez observer sur votre écran. Cette relation va traduire sous l'hypothèse selon laquelle l'offre de monnaie est constante, une relation entre le produit et le taux d'intérêt qui sera tel que lorsque le produit final va augmenter, le taux d'intérêt également va augmenter. Donc, on a une relation croissante entre le produit final et le taux d'intérêt qui matérialise ici la courbe LM. Et donc, en procédant à une politique expansionniste, en augmentant la masse monétaire en circulation, cela va conduire à une augmentation à une diminution du taux d'intérêt et donc un déplacement de la courbe LM vers le bas. Et le modèle ISLM dont nous avons introduit en début de ce tutoriel n'est rien d'autre que l'équilibre entre le marché des biens et services et le marché de la monnaie. Vous avez vu plus haut qu'il y a une relation sur le marché de la monnaie. On a pu établir une relation entre la production et le taux d'intérêt. Et on a également établi une relation entre la demande de monnaie, entre le produit et le taux d'intérêt sur le marché de la monnaie. Et donc, en égalisant ces deux produits, on trouve un point d'équilibre qui nous permet d'obtenir une relation, une allocation de produits et de taux d'intérêt qui établissent à la fois l'équilibre sur le marché des biens et services et sur le marché de la monnaie. Et donc, on peut avoir quelques applications, à savoir les effets d'un accroissement des dépenses de l'État. Et donc, vous pouvez le constater sur le graphique que un accroissement des dépenses de l'État, des dépenses étatiques, comme nous l'avons vu plus haut, va conduire à une augmentation de la production, comme nous l'avons vu à travers
courbe IS. Et donc, on va assister à un déplacement de la courbe IS vers le haut. Et donc, l'équilibre va se déplacer d'un point à un autre. Et donc, comme effet de la croissance sur les dépenses publiques, on peut d'après John Maynard Keynes, observer que lorsque la demande s'accroît par la demande va s'accroître par l'intervention de l'État à travers les investissements. Si l'État investit plus, on va assister à une augmentation de la dépense, de la demande, et par ricochet, on va également assister à une augmentation de la demande anticipée des entreprises qui vont anticiper sur cette augmentation et être obligées d'augmenter leur production. Et donc, cette production va aussi avoir un impact étant donné que la productivité n'est pas croissante à court terme. On va assister à un recrutement massif au niveau des entreprises qui va également avoir un effet multiplicateur sur la masse salariale. Et donc, on aura une réduction du chômage et par ricochet, un accroissement de la demande sur le marché et à travers la propension marginale à consommer et ainsi de suite. Ce cycle va se poursuivre jusqu'à ce que les variations soient euh, assez faibles pour pouvoir opérer des changements. Et donc, un nouvel accroissement de la demande produit un nouvel accroissement de la production, de la masse salariale, jusqu'à ce que les variations deviennent négligeables, comme je l'ai dit tantôt, de sorte que les entreprises n'aient plus à modifier leur production. Ça, c'est pour ce qui est de l'analyse des effets de la croissance, l'accroissement des dépenses de l'État. Une autre application des modèles ISLM, ce sont les effets des politiques monétaires expansionnistes. Une politique monétaire expansionniste consiste à augmenter euh, euh, soit la masse monétaire ou alors diminuer le taux d'intérêt. Et cette politique monétaire expansionniste va conduire au déplacement de la courbe LM vers le bas et donc une augmentation de la production suivie d'une réduction du taux d'intérêt euh, sur, euh, sur le marché de la monnaie. Et donc, la logique keynésienne est celle qui relance l'économie. Les politiques budgétaires et monétaires constituent donc les deux principaux instruments macroéconomiques de relance de la demande globale et de lutte contre le chômage par les mécanismes dont nous vous avons expliqué euh, plus haut. Et donc, on peut combiner les deux effets, les deux politiques les politiques budgétaires et puis les politiques monétaires dans dans une notion que l'on appelle policy mix qui consiste, comme je l'ai dit tantôt, à combiner à la fois les politiques budgétaires et les politiques monétaires pour pouvoir faire des analyses de politique économique. Et donc, les pouvoirs publics peuvent, par exemple, élever le niveau de la demande globale en agissant sur l'emploi à travers les recettes ou alors les dépenses. Les recettes, euh, on entend par là les taxes ou alors les dépenses en augmentant les dépenses pour pouvoir euh, produire des effets sur le marché de l'emploi. Également, la baisse des taux d'intérêt ou de l'injection de liquidités dans l'économie peuvent contribuer à inciter les entreprises à investir et à embaucher par ricochet.
ce qui pourrait à la fin booster la consommation et puis et les investissements également. Donc, pour parler toujours de notre policy mix, nous pourrons tout simplement dire que la lutte contre le chômage dans le modèle ISLM se caractérise soit par une politique budgétaire expansionniste, soit par une politique monétaire souple. Attendez par souplesse la réduction du taux d'intérêt. Et donc, les deux politiques peuvent être provoquent une augmentation du revenu d'équilibre qui traduit ce que fait le sous-emploi, de ce fait le sous-emploi. Donc, les modèles ISLM ne sont pas sans limite dans la mesure où ces modèles supposent, par exemple, que les effets, l'offre de monnaie est une grandeur endogène dont le volume est fixé, notamment par le gouvernement ou la banque centrale, alors que il est difficile d'accepter cette hypothèse-là. Aussi, nous pourrons également remarquer qu'on a une grande simplicité dans les équations analytiques de nos modèles ISLM. Et donc, si cette relative simplicité a pu rendre le modèle attirant, de nombreux aspects semblent avoir été omis, notamment les politiques d'éviction des dépenses publiques et des investissements. Et donc, sur ce, nous vous remercions pour votre bienveillante attention et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.